On va utiliser la présentation que j'avais amenée. Juste une petite chose, moi je suis parisien, j'ai grandi à Paris dans le métro, dans le 15e arrondissement, dans le métro aérien. C'est peut-être de là qu'est venue ma passion, et puis j'avais un grand-père qui était passionné, de généalogie notamment, et d'histoire, et d'où mon intérêt, notamment pour Paris, son métro, l'histoire en sens large, puisque depuis j'ai fait plus d'une vingtaine de livres sur des sujets bien différents du métro. Donc voilà. Ça, c'est lui. Voilà. Merci. Alors, comment ça marche ça ? Voilà. C'est un PDF, hein. Oui, mais il y a toujours un endroit où il faut cliquer pour avoir la pleine page. Ouais. Mais là... Ah, c'est peut-être là. Non ? Alors moi je ne sais pas, j'ai des Macs. Je ne peux pas vous aider. Bon, c'est bien aussi, hein. Ah, c'est mieux si c'est en pleine page. Ouais. Quelqu'un sur Windows Non ? Attends, on va l'ouvrir avec un autre logiciel. Et là, à droite. Ouais, ça. Non, ça c'est imprimé. Ça, c'est Non. Bon, en bas peut-être. D'habitude c'est en bas, ces trucs-là, oui. Je vais l'ouvrir avec un autre logiciel. Parce que là, ça sort sur Google. Bon alors je voulais préciser une petite chose, c'est que moi je ne suis pas de la RATP, je ne travaille pas pour l'Île-de-France Mobilité ni pour la SNCF. Je dis ça parce qu'il m'est arrivé de me faire agresser verbalement et vertement lors d'une dédicace au BHV par quelqu'un qui n'était pas content du prix du ticket de métro pour aller de Cergy-Pontoise à Châtelet, ou je ne sais plus où. Et donc il m'assimilait à un agent de la RATP ou à un responsable de la RATP, ce que je ne suis pas. Donc je ne suis qu'un usager du métro et un passionné du métro. Donc voilà, ne me posez pas de questions sur pourquoi le prix est aujourd'hui, le prix du ticket est à tel prix ou il y a une différence tarifaire. Ce sont des décisions qui sont prises entre surtout le Île-de-France Mobilité, en fait, qui est la région, et qui, en fait, qui est évoqué tout à l'heure, qui finance. Voilà, la RATP n'est tant qu'un opérateur technique chargé de faire démarrer à l'heure les trains et dans les meilleures conditions de sécurité à tous les niveaux. Voilà. Donc est-ce qu'on peut avancer sur la première page ? Un peu. Super. Voilà. Alors l'histoire, donc moi je fais vraiment focus sur je pourrais répondre après à vos questions. Je ne suis pas historien de formation, même si j'ai fait une vingtaine de livres d'histoire maintenant. Il faut vraiment focus sur le ticket de métro. On a parlé un peu des bus, etc. Le bus et le métro vont se rejoindre au niveau du métro à la fin des années 60. Et voilà. Donc ce que vous avez là, pour la petite histoire, donc c'est pas un ticket de ma collection, parce que j'ai une collection de tickets de métro. Enfin, quand j'ai fait ce livre, j'ai rencontré des gens qui avaient des vraies collections impressionnantes. Et notamment ce ticket, qui en fait, vous voyez en bas, qui porte le numéro 0018, qui est le 18e ticket qui a été émis le jour de l'inauguration, le 200e jour de l'année, à 13h, qui est l'heure d'inauguration officielle du métro. J'aime imaginer que, donc, ticket qui a été émis à la station Bastille, et là c'est une photo d'Adjet, un photographe très connu du début des années 1900, qui a photographié Paris à cette époque-là, et qui a fait cette photo le 19 juillet à 13h de l'inauguration du métro sur la place de la Bastille. Et j'aime imaginer que le propriétaire de ce ticket est peut-être dans cette foule. Voilà, petit clin d'œil. Donc, ce jour-là, quand le métro est inauguré, on est dans le cadre juste pour resituer le contexte, c'est l'exposition universelle qui a déjà commencé depuis un petit moment. On est même en retard sur l'inauguration, mais comme d'habitude, on s'y est pris un petit peu tard pour pouvoir faire les choses. Il a fallu un peu plus de 2 ans pour construire les infrastructures lourdes. On se plaint de Paris aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, avec tous les travaux, mais il ne faut pas oublier qu'entre 1900 et la fin des années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale, Paris était un chantier quand même. On a construit l'essentiel des structures du métro, intramuros, j'entends, en 30 ans. Donc c'est une vraie performance. Avec un monsieur dont on a parlé, vous avez entendu le nom tout à l'heure, ou juste sa photo, qui était Fulgence Bienvenue, qui est l'ingénieur, le père du métro. Voilà. Donc ça, ce jour-là,
quand vous êtes un Parisien lambda, vous pouvez acheter un billet soit de première classe, parce qu'il y avait les 2 classes dans le métro, première, seconde, soit un billet aller-retour. On va passer sur le slide suivant. Donc là, c'est une photo du début des années 1900, typique entrée d'une station de métro avec le guichet. Bon, évidemment, la photo est posée pour des raisons techniques à l'époque. Vous avez visiblement un employé du métro de la station, et puis derrière le guichet. Et donc, il y a 3 tarifs, première, deuxième classe, et les billets d'aller-retour. Donc, c'est 15 centimes un billet de seconde classe. 15 centimes d'anciens francs. Voilà. On va avancer. Bon, Guimard, on va passer un petit peu parce que je crois que ça a été abordé tout à l'heure, je ne sais pas. Enfin, Hector Guimard est plus connu à l'étranger qu'il ne l'est en France, qui est un grand architecte, effectivement, et qui a commis notamment, mais pas que, les entrées de métro. Voilà. Petite anecdote, je ne sais pas si ça a été évoqué, vous m'arrêtez tout de suite. Ça, on est sur le viaduc, ça c'est aux places de Cambronne, dans le 15e arrondissement. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça a été évoqué, je pense aussi. Vous avez des macarons sur les éléments de structure du viaduc, avec VP pour Ville de Paris, et vous avez sur certains carrefours, de manière très, très imposante, le blason. C'est pour rappeler aux gens que les infrastructures ont été payées par la Ville de Paris. Après, il y a eu, ça a été évoqué déjà, c'est une société concessionnaire, hein, donc la compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris, qui octroie la première concession avant le Nord-Sud en 1910. Je ne vais pas me rétendre là-dessus, mais voilà. Donc c'est pour rappeler aux gens que ça a été financé par la ville. Voilà. Petite anecdote sur le nom du métro, qui viendrait fort probablement de la contraction du nom de la société concessionnaire qui exploitait les premières lignes de métro. Donc la compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris. Donc très vite les Parisiens ont dit je vais prendre le métropolitain, et à nouveau ils ont contracté et ils ont dit je vais prendre le métro. Donc le nom de métro, il vient du nom officiel de la première compagnie du métro. On va avancer. 1903, le billet qui est présenté là, c'est un billet qui n'est pas non plus de ma collection d'ailleurs, qui a été émis à la station Couronne, où a eu lieu le gros accident majeur de l'histoire du métro. Depuis, il n'y en a pas eu, il faut le dire quand même. Donc, qui fait plus de 70-80 morts, des gens qui meurent étouffés. Et l'anecdote liée au métro, c'est qu'il y a un début d'incendie qui est maîtrisé en partie, mais les agents du métro comprennent que c'est quand même pas génial et ils demandent aux passagers de descendre des rames pour évacuer les rames. Et une partie des passagers ne sont pas très contents et disent on a payé notre ticket, donc on veut continuer notre trajet, ou remboursez-nous. Donc les gens attendent, ne sont pas contents, et à ce moment-là, l'incendie reprend, je vous la fais très courte. Et à l'époque, et depuis ça évidemment ça a été arrêté, c'est que l'alimentation électrique du métro était unique, c'est-à-dire que pour alimenter la traction qui faisait avancer les rames et l'éclairage des stations, c'est une seule alimentation. Et donc, voyant l'incendie reprendre, les employés du métro coupent l'alimentation, et donc les gens se retrouvent dans le noir, panique. Une partie des gens vont vraiment aller vers la sortie, et une autre vers le bout du quai où il n'y a pas de sortie, ils mourront asphyxiés là, c'est la raison du grand nombre de morts. Voilà. Donc le ticket qui est présenté là, c'est un ticket qui a été émis ce jour-là à la station Couronne. Petit clin d'œil, on va avancer au slide suivant. Alors je ne sais pas si ça a été évoqué, je crois, on va peut-être avancer aussi, le carré blanc biseauté, en fait, qui est vraiment un... Ça a été évoqué, ça, Nona ? Bon, alors, tu focus là-dessus. Au début, l'énergie électrique, évidemment, en 1900, on est au démarrage de l'utilisation de l'électricité sur tous les plans. Et évidemment, la puissance n'est pas... La production d'électricité n'est pas celle d'aujourd'hui. Et notamment dans le métro, l'éclairage est assez faible. Et les lampes sont espacées de, je ne sais plus combien, 10 mètres, 20 mètres, donc on ne voit pas grand-chose dans le métro. Et l'idée d'utiliser des carreaux, ce qui est assez unique sur les réseaux métropolitains, il y a très peu de réseaux dans le monde qui ont ce principe d'habillage-là, c'est répond à 2 soucis. Un souci hygiéniste, parce qu'au début, les gens avaient peur de descendre dans le métro en se disant ça va être un bouillon de culture, on va attraper toutes les maladies, etc. Et donc, on s'est dit, on va utiliser du carrelage qu'on trouve dans les bains-douches, et on lavera à grandes eaux, ce qui a été le cas longtemps. Il y avait des rames aménagées qui lavaient à grandes eaux les parois du métro. D'où l'utilisation de ce carrelage de faïence.
Et le fait qu'il soit biseauté de cette manière, ça permettait d'obtenir une diffraction de la lumière. Donc, amplifier le signal lumineux. Voilà. Il faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, ce carrelage métro, c'est le top des décorateurs sur la côte ouest, enfin où ça l'était. Donc il y a beaucoup de gens qui se faisaient des salles de bain en carrelage du métro de Paris. C'était les décorateurs vendaient ça. Voilà, on va avancer. Bon, on a parlé de la compagnie du Nord-Sud tout à l'heure, hein, je crois. Donc vous avez un très bel élément de carrelage aussi qu'on trouve dans ces très belles stations. Et puis donc là, c'est des tickets qui, quand en 1910, cette ligne de nord-sud, donc historiquement ligne 12 et une partie de la ligne 13, sort, donc les prix sont indexés, sont les mêmes que on s'aligne sur les prix du métro, évidemment, parce qu'il y a une concurrence encore qu'on ne dessert pas les mêmes endroits, enfin bon. Donc voilà, donc ils sont aussi différents, c'est pas les mêmes couleurs, pour marquer aussi les éléments, les rames étaient grises et jaune grises secondes et jaune pour les premières, alors que dans le métro, elles deviendront vertes pour les secondes et rouges pour les premières. Voilà. Et donc eux aussi ont leur couleur de ticket et voilà. On va passer au slide suivant. Alors il faut noter quand même un point important. Donc on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu parler de la guerre. Voilà, c'est que pendant 19 ans, le prix du ticket de métro n'a pas changé. Il était fixe. Aujourd'hui, le prix du ticket il augmente en général en juillet, tous les ans. Voilà. Pendant 19 ans, le prix n'a pas bougé. Bon, évidemment, avec la guerre et l'inflation ça a généré, il y a eu à ce moment-là un mouvement de grève chez les employés du métro qui ont obtenu gain de cause, une augmentation salariale, et de ce fait, il a fallu répercuter sur le prix du billet. Donc on est passé de 15 centimes pour le billet de seconde à 20 centimes. Et là, on est en 1919. Et pareil, on était à 25 centimes pour le billet de première, et on passe à 30 pour le billet de première. On est en 1919. Voilà. Donc 19 ans sur 2 ans d'augmentation, c'est un peu lunaire, quoi. Donc, on va passer au slide. Alors, tout petit focus, ça c'est un plan du métro juste après la Première Guerre mondiale. Vous voyez que déjà, une grande partie, je ne sais pas si vous voyez bien, une grande partie des infrastructures sont là, quoi. Bon, après, il y a des lignes qui ont un petit peu changé sur leur parcours parce qu'elles ont été recoupées, machin, etc. Voilà, donc ça avance très très vite. À cette époque-là, Fulgence Bienvenue est toujours à la tête des travaux du métro. Hein. Il meurt dans les années 30. 36. Merci. Ouais. Et il inaugurera de son vivant, c'est un cas unique, à ma connaissance, il inaugurera la station Montparnasse Bienvenue de son vivant. Ah ouais. Ouais, voilà. Ah, c'est comme Victor Hugo, ouais. On va avancer. Alors, le prix du ticket, il ne va pas arrêter d'augmenter dans les années suivantes. Et au bout d'un moment, on va mettre en place ce qu'on appelle un système d'alphabet tarifaire. Et donc, à chaque nouveau tarif va correspondre une lettre. Si vous trouvez un ticket de métro ancien dans votre bibliothèque, dans vos livres, je ne sais où, dans un vieux portefeuille, sur une grande partie de l'histoire du ticket de métro, vous allez pouvoir le dater plus ou moins précisément. Voilà. Donc en 1925, on commence ce principe-là, et donc avec la lettre A, et on va faire, jusqu'à la fin des années 60, on va faire un tour de l'alphabet, et on reviendra au A pour s'arrêter au C au moment où le poinçonneur va disparaître. Voilà. On va avancer. Alors, autre chose, petit pas de travers, dans le métro, dès l'inauguration du métro, c'est un support publicitaire. Les parois du métro, il y a des affiches, et en même temps ça égaye les stations aussi, hein. Et au dos des tickets, parce qu'à l'époque il n'y a pas encore de bande magnétique, et on utilise cette partie-là pour faire de la publicité. Donc évidemment, pour des produits très modernes de l'époque, un lavabo, c'est quand même intéressant, la publicité pour le vin, ce qui est évidemment intéressant aujourd'hui, le vin qui ravit, c'est où, et comme quoi la publicité, ça fait vivre les marques, Mon Savon et les chaussures André. Je ne sais pas si le groupe André existe toujours, mais enfin il a perduré quand même de nombreuses années. Donc voilà, je dis ça parce que je suis un ancien publicitaire reconverti dans l'édition. Mais bon, voilà. On va passer à cette suivante. On arrive en 1930, et donc il n'y a toujours que 3 tarifs, hein, première, seconde et aller-retour. Et on va créer un 4e tarif. Donc on est dans l'entre-deux-guerres. Il y a des lobbies très puissants qui sont les associations d'anciens combattants. Hein. Il y a 8 millions de mobilisés pendant la guerre de 14-18, et beaucoup de blessés et de mutilés de guerre. Et ces associations, à juste titre,
font un lobby en direction de la compagnie du chemin de fer métropolitain. Ils disent on a souffert, on a des droits. Et à ce moment-là, ils vont obtenir un tarif réduit. Ce sont les premiers usagers, voyageurs, à obtenir un tarif réduit. Ce sont les mutilés de guerre, mais c'est une population importante. Ils pèsent beaucoup dans l'opinion. Voilà. Donc 1930, et on est à la lettre D. Voilà. Et on va passer à la slide suivante. Bon, ça c'est un petit aperçu, vous avez peut-être vu d'autres images déjà. Une guérite de poinçonneurs. Alors il y avait pas mal de femmes, hein. Dès la guerre de 14, évidemment, puisque les hommes étaient au front. Voilà, et puis ça c'est un intérieur typique du métro, d'une rame Sprague-Thompson de l'entre-deux-guerres. Pardon. Oui, pareil. Oui, c'est les dernières rames, ces rames d'avant-guerre, le matériel Sprague-Thompson, alors il y a plusieurs millésimes et tout, mais la dernière rame a circulé sur la ligne 9 le 16 avril 1983. Je m'en souviens, j'y étais. C'était pas très grand, j'avais 16 ans. Mais j'ai fait des photos. Il n'y a pas beaucoup de photos déjà ce jour-là, et j'ai donné d'ailleurs les photos à la DENAS. Des photos faites avec les moyens de l'époque, avec un appareil de l'époque. Et donc, il y a eu un enterrement officiel. C'est une tradition. Comme il y a eu l'enterrement du dernier omnibus hippomobile en 1910, qui a été suivi par... Il y a des photos assez connues de ça. Et il y a une foule qui accompagne le dernier omnibus hippomobile. Bon, parce qu'on passe à l'attraction automobile. Voilà, on va passer à la slide suivante. Alors, ça, j'avais fait ça dans le livre, parce que j'ai pas mal de tickets, et souvent au dos des tickets, en dehors de la publicité, on trouve des notes. Alors, on peut les comprendre, certaines. Ici, on imagine que la personne qui a eu ce ticket a fait son trajet, elle partait d'Ivry, elle a changé d'appel à Royal, sur la ligne 1, et pour aller jusqu'à Neuilly, et voilà, donc c'est un pense-bête pour son trajet. Et puis, il y en a d'autres, on ne sait pas. Il a daté son ticket du 21 février 1908 à la gare du Nord. Pour quelle raison, on ne sait pas. Et alors, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui-là, là. Donc, où il est marqué, je vous le lis, je ne sais pas si c'est visible, billet pour accompagner Toto à la gare du Nord le 8 février 1940. Et je ne sais pas qui est Toto, parce qu'il est dans ma collection, ce ticket. Mais moi, j'aime bien imaginer, donc on est en février 40, on est en pleine drôle de guerre. On peut penser que c'est une jeune fiancée qui raccompagne son fiancé permissionnaire et qui va retourner, parce que Gare du Nord et Gare de l'Est, c'était les gares pour partir sur le front, et qui, parce qu'évidemment, on imagine que c'est un moment un petit peu particulier et chargé en émotions. Je raconte une histoire, hein, j'en sais rien du tout, mais je trouve que c'est sympa de raconter ça. Et que parce que, évidemment, elle ne sait pas si elle va le revoir, Toto, et que ça peut être un fils, hein, ça peut être un fiancé, ça peut être un fils, et qu'elle a pris le soin de garder ce ticket qui était le dernier trajet qu'ils ont fait ensemble pour l'amener à la gare du Nord et partir sans doute, tout vraisemblablement, sur le front. Voilà. Petit instant de vie sur un ticket de métro. Voilà. Je vais le raconter là, j'ai une autre anecdote qui est plus récente. J'ai commencé à traîner mes guêtres assez jeune dans le métro et explorer le métro. À l'époque, c'était assez facile, les gens vous ouvraient les portes. J'étais devenu copain avec un contrôleur sur la ligne 1 qui s'appelait Valentin. Je me souviens même plus de son nom de famille, mais enfin, il s'appelait Valentin. Il avait une tignasse pas possible, une dégaine pas possible, et voilà. Et Valentin, moi j'avais 15-16 ans, et je sais pas quel âge il avait, il devait en avoir 25. Il nous avait pris à la bonne, donc c'est une bande de copains, et il avait expliqué une technique de drague qu'il avait dans le métro, que je trouvais assez amusante. C'est que, bon, étant contrôleur, évidemment, son univers c'est le ticket, il ramassait beaucoup de tickets usagés, et sur ces tickets usagés, il notait son prénom, il mettait une petite fleur, et il mettait son numéro de téléphone. On était au début des années 80. Évidemment, il n'y avait pas les portables, et voilà. Et donc, comme il passait sa journée dans le métro, à bosser et utiliser le métro comme beaucoup, dès qu'il voyait une fille qui lui semblait sympa, enfin qui lui plaisait, il allait la voir très gentiment. C'est de la soft drague. Il disait bonjour, moi je m'appelle Valentin, si ça te fait plaisir, tu peux me rappeler et voilà mon numéro. Et donc toute la journée et tous les jours de la semaine, dès qu'il voyait une fille qui lui plaisait, il lui filait un ticket comme ça. Donc vous imaginez, alors ça c'est les techniques du marketing direct, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont fait du marketing direct, vous avez un taux de transformation, c'est-à-dire que sur 100 trucs émis, vous avez un taux de 6, entre 3, 5, 6, qui est déjà énorme. Donc le gars distribue 100 tickets dans la semaine,
Et évidemment, il a du retour, et ça se concrétise après. Donc je trouvais ça drôle aussi. Donc j'ai pas de ces tickets où il mettait son prénom, mais voilà. Mais en fait, un ticket de métro, il a tout ça pour dire c'est qu'il peut avoir plusieurs vies, il peut avoir un pouvoir émotionnel fort. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont raconté avoir gardé leur ticket pour des raisons qu'ils n'expliquaient pas forcément, mais parce que pour eux, c'était une tranche de vie. En fait, le ticket, et je m'en suis aperçu quand j'ai fait ce livre-là, et c'est sans doute pour ça que le livre a eu un vrai plébiscite des lecteurs, c'est que c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire que la couleur du ticket, elle dit l'époque. Et vous vous souvenez, vous, dans vos souvenirs, je ne sais pas si vous avez toujours vécu au Lilas, ou si vous venez d'ailleurs, de province, voire de l'étranger. Quand vous êtes arrivé à Paris, la première fois que vous avez pris le métro, vous devez quand même un peu vous en souvenir, et vous devez vous souvenir de la couleur du ticket. Bien souvent, parce qu'il a été longtemps jaune avec une bande marron. Moi, c'est ma génération, c'est le ticket chic, ticket choc, voilà. Et c'est vrai que cette couleur, la typo, bien sûr, et tout, elle dit l'époque, et elle vous replonge immédiatement dans un moment de votre vie. Les bouquinistes ont un joli terme, alors pas que pour les tickets, mais quand ils rachètent des fonds, des successions, des bibliothèques, ils feuilletent les livres pour voir l'état des livres, et souvent, ils trouvent dans les livres des choses. Donc ça peut être une carte de visite, souvent c'est un ticket de métro, parce que ça servait de marque-page. Marque-page, c'est la deuxième vie majeure du ticket de métro. Après avoir fait le titre de transport, le ticket de métro sert de marque-page. Et les bouquinistes, ils appellent ça des petites truffes. Un petit trésor. Parce que ça peut être un trèfle à 4 feuilles, ça peut être, je ne sais pas, un bout de cheveux, plein de choses, et voilà. Donc pour les bouquinistes, chez qui j'allais me fournir en ticket de métro à l'époque, je faisais la tournée des bouquinistes quand j'étais ado, qui à l'époque ne faisaient pas commerce de ça, me donnaient les tickets. Donc une partie de ma collection vient de chez les bouquinistes, où je faisais régulièrement mes récoltes. Je passais, j'avais des mecs qui m'avaient à la bonne, et voilà. Donc les petites truffes. Voilà. On va avancer. Bon, là on est en 39, donc ça c'est une image de la mobilisation. Je ne sais pas si ça a été évoqué tout à l'heure. Donc le métro, il tourne à plein régime. Hein. Il tourne H24 pour favoriser le transfert des mobilisés qui viennent de province, qui passent par Paris et qui après sont dispatchés par les gares du Nord et les gares de l'Est. Donc là, vous avez un plan qui normalement est 39, et là, vous avez, et vous comprenez, que là, quasiment, je ne parle pas des prolongements de banlieue actuels, évidemment, mais le métro, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est construit. En 39, on est arrivé dans Paris. Alors il y a une petite modification avec la 13 et la 14, voilà. Donc la 14 qui à l'époque, qui depuis s'appelle la 13, et la 14 qui est la dernière ligne construite dans Paris il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Donc voilà, on va passer au slide suivant. Donc on arrive à la période de la guerre qui est une période très chargée pour le métro pour plein de raisons. En 1941, pour des raisons que vous allez évidemment comprendre, la fréquentation du métro connaît un pic majeur, puisqu'on atteint 1 milliard de voyageurs. Alors ça s'explique, on est en 41, pour des raisons très simples, c'est que les Allemands sont là, il n'y a plus d'essence, tout est rationné, il n'y a plus de pneus, donc il y a les voitures particulières, il n'y en a quasiment plus. Donc les gens, si vous vivez à Paris et vous travaillez à Paris, vous n'avez pas d'autre choix d'utiliser vos pieds, mais en même temps les chaussures sont rationnées aussi. Les vélos, qui est une denrée très rare, qui se fait voler facilement, les gens les remontent dans leurs appartements. Et sinon, c'est le métro. Donc les gens sont bien contents de trouver le métro, et évidemment, d'où ce pic de fréquentation. Et pour répondre notamment à ça, on va créer un nouveau système de tarification, qui est la carte hebdomadaire du travailleur. Voilà. Donc pour les gens qui bossent, on va créer ce principe-là. Qui est l'ancêtre de la carte orange et d'aujourd'hui du pass Navigo. Donc ça, on va dire que c'est le 4e tarif, l'offre tarifaire du métro. Donc on mettait son nom, vous voyez la station de départ où elle était achetée, et voilà, c'était 6 jours sur 7 de la semaine. Souvent les gens pouvaient bosser le samedi quand vous étiez dans le commerce, ce genre de choses. Voilà. Donc le format évidemment est très différent. Bon, là il est projeté, voilà. Mais il est bien plus grand que la taille d'un ticket, évidemment. J'ai plus les dimensions, je me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, on va passer au slide suivant. Alors, une autre période. Alors si, ça c'est intéressant parce qu'on le voit là sur ce ticket-là. Ça c'est un ticket de carnet, donc H c'est la période de l'occupation, début de la guerre. Et vous voyez un petit bout de fil
En fait, les carnets, quand vous achetez un carnet de métro, vous pouvez acheter un billet à l'unité ou un carnet, quand vous achetez un carnet, en fait, le carnet, il était lié par une petite ficelle. Donc, soit vous arrachez le ticket, mais ce n'était pas toujours très propre, soit vous défaisiez soigneusement les tickets. Donc, on trouve parfois des tickets de métro qui ont encore ces petits bouts de ficelle, en fait, qui étaient le liant du carnet. Bon, tout ça, on parle de toutes petites choses, quoi. Ça peut dire que c'est picrocolin, c'est vraiment infime, mais c'est des petits détails de tranches de vie, voilà. Et alors, une autre photo, parce que je l'avais évoqué, j'avais rencontré, quand j'ai fait le livre, j'ai interviewé pas mal de personnes. Là, vous avez donc la station Pyrénées, mais je crois que c'est la ligne 11 d'ailleurs, qui est une des lignes les plus profondes du réseau. J'ai plus de chiffres, mais cet après-midi, vous avez l'encyclopédie roulante du métro parisien, Julien Pepester, qui viendra, qui pourra répondre à ça. La ligne 11, je crois que c'est une des lignes les plus profondes du réseau. Et de ce fait, pas que la ligne 11, mais je crois à peu près 80 stations dans Paris, dès avant la guerre, avaient été aménagées comme abri de défense passive. Donc aménagés, c'est-à-dire avec des systèmes de filtration d'air pour éviter la guerre des gaz, les attaques au gaz, etc. Et donc pendant toute la guerre, ces stations, vous pouviez avoir soit, en fonction de l'endroit où vous habitez, vous aviez un abri qui vous était attribué au moment des alertes. Et pendant l'occupation, notamment en 1943, il y a eu beaucoup de bombardements alliés sur la banlieue parisienne pour détruire des infrastructures industrielles, Renault à Boulogne, sur les Séguin, etc., mais aussi dans le nord de Paris. Et donc les gens venaient se réfugier dans le métro. Et à l'époque, pour eux, c'était un lieu de protection, quoi. Alors, une petite anecdote qui m'avait été racontée par un monsieur qui doit être mort aujourd'hui, mais à l'époque il était adolescent. Et il me disait, Grégoire, tu sais, quand on descendait comme ça pendant les alertes, il fallait absolument qu'on prenne son journal. Alors, pas pour passer le temps, mais vous le voyez là, la station, elle est blindée de monde. C'est que donc il y avait des gens sur les quais, et là on voit un bout de l'escalier, et les gens pouvaient descendre sur les voies. Mais les voies, en fait, et notamment les rails, sont recouverts d'une graisse qui vient, en fait, des moteurs. Et donc cette graisse-là, elle est indélébile. Et à l'époque, quand vous aviez un costume par an, il ne s'agissait pas de maculer de graisse qu'on ne pouvait pas retirer. Donc il fallait avoir des journaux pour pouvoir s'asseoir, même poser ses fesses en toute sécurité pour ne pas se faire saloper sa tenue, ses vêtements. Et le rail électrique Ah mais il était coupé. Sinon, c'était plus un abri. Bien sûr. Mais vous voyez que l'éclairage de la station fonctionne, mais le courant de traction, lui, est coupé. Donc ça, je reviens à l'accident de couronne. Hein, donc c'est à partir de l'accident de couronne qu'on va dissocier l'alimentation électrique entre l'éclairage des stations et la traction. Donc c'est la démonstration par exemple avec cette photo. Voilà. Pour les gens, alors ils sont de moins en moins nombreux, mais pour les gens qui ont connu ça, vous avez des poèmes assez jolis, notamment de Pollan, qui est un poète parisien qui a écrit beaucoup de choses sur le métro, enfin pas que sur le métro mais sur Paris, et voilà. Et pour cette époque, les gens étaient contents aussi de descendre dans le métro, et d'ailleurs pas mal de gens tenaient aussi salon dans le métro, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait des problèmes de chauffage, évidemment le charbon était rationné, toute l'énergie était rationnée, et donc beaucoup de gens se retrouvaient dans le métro parce que la chaleur est constante. Et quand il y a eu 2 hivers très rigoureux à Paris, je crois que c'est l'hiver 41 et 43, mais vraiment très rigoureux, et donc les gens se retrouvaient aussi dans le métro, quoi, pour avoir un peu chaud. Quand on dit ça aujourd'hui, ça ne peut pas être surprenant, mais c'est vrai. Une autre époque. Alors ça, c'est une autre... Donc on est toujours pendant la période de l'occupation. Quand j'ai fait mon livre, j'ai travaillé avec plusieurs collectionneurs, dont des très très grands collectionneurs, et notamment un type qui était en Bretagne, qui était marin de marine marchande. Et lui, son truc, c'était de collectionner les tickets de métro. Le mec voyage dans le monde entier. Et voilà. Et quand je l'ai appelé, je dis voilà, je cherche des tickets, machin, comme ci, comme ça, pour illustrer le livre, est-ce que t'as ça et tout. Et puis dans nos échanges, parce qu'il parlait beaucoup, ce monsieur, il dit ouais, mais j'ai un truc aussi, tu sais, j'ai une circulaire interne concernant la vente de tickets de métro pendant l'occupation par rapport au statut des Juifs. Je dis ah, écoute, tu fais un scan, envoie-moi ça. Il m'envoie le document, je dis ah ouais, quand même. Et il m'explique, parce que le document, je ne l'ai pas vu, mais il n'a que scanné. En fait, c'est du papier Bible, très fragile. Ça, c'est une circulaire interne expliquant, donc vous arrivez à le lire, hein, donc les voyageurs juifs porteurs de l'étoile jaune, instituée par l'ordonnance des autorités de l'occupation, ne sont pas admis à voyager en première classe
Donc c'est bien lié au ticket. Donc quand vous êtes juif porteur d'une étoile jaune pendant l'occupation, vous ne pouvez pas aller en première, vous êtes obligé d'aller en seconde. Et en plus, on vous astreint la dernière voiture de la rame, que les Parisiens vont surnommer à cette époque-là, et longtemps d'ailleurs après la guerre, qui sera surnommée la synagogue. Voilà. Donc ce document, quand je l'ai lu, j'ai dit, mais bon, il se trouve que dans la réalisation de ce livre, j'avais interviewé des personnalités connues à qui j'avais demandé de me raconter des moments de leur vie qu'ils pouvaient avoir vécu dans le métro. Et notamment, j'avais interviewé Serge et Beat Klarsfeld. Donc vous connaissez Serge Klarsfeld, un historien de la Shoah, fondateur du Mémorial de la Shoah, la chasse aux nazis, etc. Enfin, un type formidable. Et Beat, sa femme est allemande, fille de soldat de la Wehrmacht, enfin, pas pour retour nazi, mais enfin bon, rien n'est très prédisposé à se rencontrer. Ils se sont rencontrés sur un quai de métro à Port-de-Saint-Cloud, en 60. C'est une belle histoire. Leur histoire d'amour a commencé sur le quai du métro. Voilà. Et donc, Klarsfeld, je les avais interviewés. Je rappelle Klarsfeld, je lui ai dit, écoutez, j'ai ce truc-là, je vous l'envoie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai, machin. Il dit, mais Grégoire, formidable, parce qu'il n'y a pas d'archives, très peu d'archives avant 1944, elles ont été détruites, du métro. Et ça, c'est un document, on le savait, bien évidemment, mais on n'avait pas la trace écrite. Donc il me dit, il faut absolument le publier. Je dis, bah oui, on va le publier, parce qu'on est bien dans les lignes du bouquin, et puis c'est un vrai document pour l'histoire. Il me dit, c'est génial, parce que ça, c'est de l'histoire à hauteur d'homme. C'est-à-dire que, bon, évidemment, la Shoah, enfin, vous connaissez tout ça, on va repartir là-dessus, mais ça, c'est du concret. C'est-à-dire que vous êtes juif en 1942 à Paris, le métro, pour vous, c'est que les secondes et le wagon de queue. Voilà. Donc c'était bien de raconter ça. Bon, là, vous avez une photo qui sort du livre aussi, qui est assez unique, puisque c'est des très très rares photos qui ont été faites en couleur. C'est pas des photos colorisées, ça. C'est une photo faite que j'ai récupérée à la mairie de Paris. C'est un fond d'un photographe français qui travaille pour les Allemands et qui de ce fait avec des pellicules ACFA couleur. C'est Place de l'Opéra. Voilà, on va avancer. Alors, une autre anecdote que je vais raconter, c'est que on est au Lilas. Évidemment, tout le monde connaît la chanson de Gainsbourg, du Poinçonneur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs petites choses rigolotes autour des trous et de la taille des trous. D'abord, une première chose, c'est que pendant l'occupation, en 1941, la taille du trou de compostage quand vous rentriez sur le quai, vous aviez le Poinçonneur en face de vous, jusqu'en 1941, elle fait 4 mm. Et après cette date-là, elle passe à 6 mm. Bon, en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Mais avec mes amis hésitériophiles, les collectionneurs de titres de transport, on a émis une hypothèse. Enfin, ils avaient émis une hypothèse. Ils ont dit, mais Grégoire, il y a peut-être une idée. En fait, ça serait peut-être lié à l'apparition des premiers fraudeurs dans le métro. Bon, on est pendant l'occupation, c'est la France du système D, il faut faire des économies sur tout. Et si on peut faire des économies sur les transports, bah pourquoi pas. Le français est assez comme ça, donc voilà. Et donc, il y a des petits malins qui auraient utilisé de la mie de pain, qu'ils auraient tamponné dans le trou, et d'un ticket troué, ça fait un ticket plus troué. Et il faut savoir qu'un poinçonneur, en moyenne évidemment, il fait 3000 à 3500 trous par jour sur une station plus ou moins fréquentée. Voilà. Donc le contrôle, il est très visuel. Il n'a pas le temps, le contrôleur, parce que ça enchaîne, et voilà. Et donc, lui, il voit un trou, c'est pas bon, il n'y a pas de trou, le ticket est bon, et il repoinçonne. Et donc, c'est l'hypothèse que le club des hystériophiles a émise, c'est qu'en fait, c'est l'apparition des premiers fraudeurs du métro. C'est lié à ça. Ensuite, il y a d'autres choses, et on l'a mis là à droite, vous voyez, la traçabilité, en fait, elle existe depuis toujours. C'est pas uniquement l'informatique, les moyens modernes. C'est que quand vous rentriez dans une station, vous aviez d'abord affaire au poinçonneur à l'entrée du quai, il faisait un trou, et puis après, vous pouviez avoir d'autres contrôles, et notamment en première. Et dans le wagon première, jusqu'à... J'ai un trou, mais les années 40, vous aviez quelqu'un dans la rame, dans le wagon première. Donc quand vous montriez en première, vous étiez à nouveau contrôlé. Et en fonction de la ligne, il y a une forme de compostage différente. Donc là, il y a
ces espèces de formes, je ne sais pas comment on peut la définir. La N2, c'est un ovale et tout. Donc, au moment du compostage, là aussi, il y a ce qu'on appelle une maculation. On peut savoir où il a été, quelle machine a composté, quel jour, quelle heure, et quelle ligne vous avez pris. Donc, on peut tracer déjà les gens. Voilà. On va avancer. Alors ça, c'est une autre histoire. Alors, je ne l'ai pas interviewée, parce qu'à cette époque-là, elle était vivante, Gréco. C'est une histoire, c'est une jolie histoire que je vais vous raconter. Une petite anecdote de vie, qui m'a été racontée par quelqu'un de très proche de Gréco, qui s'appelait Hélène Duc, qui était une grande comédienne de théâtre. Vous allez comprendre pourquoi. Gréco habitait en province, je crois, à Périgueux, pendant la guerre. Elles étaient deux sœurs, Charlotte, qui devait avoir 19 ans, et Juliette, 16 ans, 43. Et leur maman était dans la résistance. Mais évidemment, elle ne leur avait pas dit. Elle n'avait pas dit à ses filles ce qu'elle faisait. Mais en revanche, elle leur avait dit, si un jour il m'arrive quelque chose, il faut absolument que vous montiez à Paris à telle adresse. Et un jour, elle rentre, je ne sais pas, des courses ou de l'école, dans leur appartement à Périgueux. Elle voit que l'appartement est complètement sans dessus-dessous et comprennent qu'il arrive quelque chose à leur maman. Et elles se disent, il faut faire ce que maman a dit, c'est monter à Paris. Donc elles prennent le train, on est en 43, j'ai été 43, je crois. Et elles arrivent, et avec le sentiment d'être suivies. Et elles arrivent au lieu de rendez-vous donné par leur maman, qui était à côté de la place de la Madeleine. Et là, une voiture de la Gestapo arrive, les arrête. Je ne vous fais pas de dessin, elles sont interrogées toutes les deux par la Gestapo, emprisonnées à Fresnes, plusieurs semaines. Donc Charlotte, la sœur aînée de Juliette, est déportée, comme sa mère. Elles reviendront toutes les deux de camp. Mais Juliette, qui n'a que 16 ans, la Gestapo lui dit, bon, toi, on n'a rien contre toi, tu sors, tu t'en vas. Sauf qu'elle se retrouve devant le siège de la Gestapo, qui était dans le 16e, je crois que c'est l'avenue Henri Martin, et elle se retrouve seule, sans famille, dans une ville qu'elle ne connaît pas, et elle est totalement désemparée. Et elle reste longtemps sur un banc. Elle raconte une interview d'elle qu'on trouve sur les sites de l'INA, et elle raconte ce qui lui arrive. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Et à un moment donné, elle a un flash. Elle se dit, mais maman avait une amie qui s'appelait Hélène Duc, qui était proche d'elle pour plein de raisons, et vous allez comprendre pourquoi. Et je sais qu'elle est à Paris, elle est comédienne. Voilà. Et donc, Gréco, quand les Allemands, les nazis, la Gestapo l'avait évacué, fait sortir, lui avait rendu ses affaires, mais comme c'était souvent la norme à l'époque, c'est que ses affaires étaient fouillées, on lui avait volé tout ce qui pouvait avoir de la valeur, et il restait au fond de son sac très peu de choses, un jeton de téléphone et un ticket de métro, à l'époque un aller-retour, mais composté qu'une fois, là il est composté 2 fois, qui lui avait permis d'aller de la gare à la Madeleine. Voilà. Et elle se dit, elle rentre dans un café, elle cherche dans le bottin les coordonnées d'Hélène Duc, qu'elle trouve, elle appelle Hélène Duc, et elle lui dit voilà ce qui m'arrive, et Hélène Duc, qui cachait déjà des résistants et des juifs, donc elle avait déjà une petite prédisposition à protéger les gens, elle lui dit si tu peux venir maintenant à telle adresse, donc dans une pension de famille qui se trouve rue Servandoni, derrière l'église Saint-Sulpice, si tu peux venir à cette adresse maintenant, on va te protéger, on va s'occuper de toi. Donc on est fin 43, hiver 43, et donc Juliette dit oui, il me reste un voyage sur mon ticket, j'arrive. Et Gréco dit dans cette interview, ce ticket est la bascule de ma vie, pour une raison très simple, c'est qu'il m'a emmené au quartier latin, où j'ai été caché les derniers mois d'occupation, fin 43 jusqu'au 44, et sa carrière, sa vie a commencé à la Libération. Elle était physionomiste dans les boîtes de nuit, au tabou, etc. Voilà. Et elle dit, ce ticket de métro, c'est la bascule de ma vie. Voilà, petite histoire comme ça. Bon, on va avancer. Donc, la Libération arrive, encore des photos en couleur, très très rares. Et contrairement aux Allemands qui occupent Paris, où le simple fait d'être en uniforme de la Wehrmacht, vous ne payez pas de ticket, vous ne payez pas de métro, les autorités alliées, le gouvernement anglo-américain, négocient avec l'administration du métro un tarif spécial et créent un tarif. Alors, les billets militaires existaient avant la guerre, mais là il y a un tarif spécial qui est fait pour les GI et les Tommies qui sont stationnés à Paris, et en plus il y a un billet un peu événementiel puisqu'on prend les drapeaux de tous les alliés à ce moment-là. Donc il y a un tarif spécial pour le GI et les Tommies en perme ou stationnés à Paris. Voilà, on va avancer. Est-ce qu'on est dans les temps? Ouais. Alors ça, c'est une autre anecdote que j'aime bien raconter parce que c'est la première personne qui a accepté que je l'interviewe quand je fais le livre. Je connaissais personne dans le showbiz, dans le monde du cinéma. J'ai contacté plein d'agents, d'acteurs que j'aimais bien, comme ça, à la cool. Et un jour, j'étais au bureau,
mon téléphone sonne, et j'ai une dame qui me dit vous êtes Monsieur Tonard? Je dis oui. Je vous passe Michel Morgan. À ce moment-là, dans l'instant, je me dis oui. J'ai un flash, je dis ben oui. J'avais contacté l'agent de Michel Morgan, comme celle de comme l'agent de Galabru, de Belmondo, etc. J'ai pas le temps de faire ouf que j'ai Michel Morgan au téléphone. Qui me dit écoutez, Monsieur Tonard, je suis tout à fait d'accord pour votre interview, très bonne idée, et tout. Sauf que moi, j'avais fait la demande, j'ai pas préparé une question d'interview. Et je dis, je peux rien faire. Elle me dit, je pars dans 2 jours dans ma propriété dans le sud et tout. Je dis, bon, elle avait déjà plus de 80 ans. En 1 heure, je réagis, je gratte des questions, je la rappelle, et je dis, voilà, tac, et tout. Et elle me sort un truc, au début, des choses pas très intéressantes. Et puis, elle me raconte une histoire très personnelle. Elle me dit, voilà, donc sa carrière, vous connaissez un tout petit peu Michel Morgan, elle démarre juste avant la guerre, Quai des Brumes, Jean Gabin, Tas de beaux yeux, enfin, des images un petit peu cultes du cinéma. Et au moment de l'occupation, elle fout le camp, comme pas mal d'acteurs, elle fout le camp aux États-Unis. Et elle passe tout le temps de l'occupation en Amérique. Elle se mariera d'ailleurs, elle a un fils avec un Américain. Et quand elle rentre à Paris à la Libération, d'abord elle est contente de retrouver son pays et sa ville, et son appartement intact. Et elle me raconte cette chose, elle me dit, une des premières choses que j'ai faites en étant arrivée à Paris, mon appartement, machin, j'étais contente et tout, c'est de prendre le métro. Pas pour aller quelque part, pour en sentir l'odeur. Je dis, ah bon? Pourquoi ça donc? Et peut-être que ça va vous parler. Elle me dit, en fait, moi, je suis arrivé à Paris avant-guerre, je montais de ma province, j'étais une petite provinciale, je n'avais rien fait de ma vie, ce que je voulais faire, c'est être actrice, comédienne, et j'allais au cours Florent, Simon, je ne sais plus. J'habitais chez un oncle en banlieue, et je prenais le métro pour aller suivre mes cours de comédie. Et pour moi, ces moments-là, je commençais à faire ce que j'avais envie de faire, c'était la liberté. Et en prenant le métro, tous les jours, sur ce trajet, j'ai croisé régulièrement un jeune garçon qui était au cours avec moi, qui s'appelle François Perrier. Ça vous dit aussi quelque chose. Et on faisait le trajet ensemble. Donc on a sympathisé et on est devenus amis pour la vie. Et elle me dit, moi, ce moment de liberté d'avant-guerre où je n'étais encore pas connu et tout, je le retrouvais dans cette odeur du métro. Voilà. Alors cette odeur du métro, je vais faire un petit focus là-dessus, elle est en train de disparaître parce que le matériel change. Elle vient, et ce que je vous raconte, je l'ai raconté à Michel Morgan, c'est qu'en fait, elle vient du système de freinage, elle venait du système de freinage des rames de métro. Quand en 1900, on conçoit le métro, il y a déjà des chemins de fer depuis une bonne 50aine d'années, et le système de freinage d'une rame de train, à l'époque, c'est une roue en fer avec un patin en fer qui appuie dessus. Voilà, c'est dur, c'est costaud, c'est solide, machin et tout. Sauf que ça chauffe, et puis ça fait du bruit, et ça crisse. Quand vous êtes dans les champs, dans les prés, ça pose pas de problème. Quand vous êtes dans un univers qui est fermé, clos, comme l'est le métro, ça peut être très vite insupportable. Et un frein à l'usage du métro. Et donc on s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et donc on a l'idée, et on fait des tests avec des sabots de bois, et notamment de bois de hêtre, qui est un bois très résistant, très costaud. Mais le bois, quand ça chauffe, il a un inconvénient, c'est qu'il s'enflamme, il peut prendre feu. Et donc on met sur pied un système avec des espèces de marmites géantes, de friteuses géantes, et on les baigne, ces sabots de hêtre, on les baigne dans des bains d'huile, et l'huile permettant de répartir la chaleur. Alors ça arrive qu'il y ait des incendies qui démarrent sur des patins coincés, etc. Et, voilà. Et en fait, la composante principale de l'odeur du métro, elle venait des émanations liées au système de freinage. Mais une rame de métro, ça freine tout le temps. À chaque entrée en station, ça freine. Et donc, c'était constitutif de ça. Et cette odeur, vous l'avez sans doute... Quand je vous dis ça, ça va peut-être vous parler, mais passer au-dessus des grilles d'aération du métro, sur un trottoir, ça sent le métro. Voilà. Et donc, il y a des gens qui vont vous dire le métro, ça pue l'urine, le vomi, ce que vous voulez, la transpiration, bien sûr. Mais il y a aussi des gens, et j'en suis, cette odeur-là, c'est une Madeleine de Proust. Et pour Michel Morgan, cette odeur, c'était une Madeleine de Proust, le temps d'un trajet, et voilà. Bon, on va avancer. Et on arrive après la sortie de la guerre. Donc on se vous rappeler que les mutilés de guerre ont obtenu un tarif réduit. Et il faut attendre 1948 pour que les familles nombreuses, et 1948 c'est déjà la fin du baby-boom d'ailleurs, mais le métro s'adapte et propose une tarification réduite pour les familles nombreuses, présentant sur la présentation d'une carte SNCF, et machin, et voilà. Et donc, ça, c'est un nouveau tarif qui se crée. On est en 1948.
avancer. 1949, la RATP, on l'a vu tout à l'heure, donc le ticket change encore de forme, c'est plus la compagnie des chemins de fer métropolitains, donc c'est la régie autonome de transport parisien, et le ticket de métro s'adapte, change, c'est plus tout à fait la même chose, et ça c'est les premiers logos de la RATP, représentant évidemment la ville de Paris, avec l'acronyme du nom de la RATP. Et on avance, donc on est en 49. Donc pas beaucoup d'évolution en fait par rapport au... Il y a un prolongement qui a eu juste avant la guerre sur la ligne 8, là, en bas, vers Charenton. Et voilà. Ah si, autre chose, pardon, je reviens sur autre chose. C'est qu'il y a beaucoup de stations, enfin beaucoup, un certain nombre de stations qui sont débaptisées et pour honorer soit les Alliés, Franklin Roosevelt, les Américains, soit Colonel Fabien, soit Max Dormoy, qui sont des résistants, Charles Michel, à qui on donne les noms de certains noms de stations de métro. Voilà, on va avancer. Alors, le métro, comme il est constitutif de l'imagerie parisienne, il a souvent été utilisé dans le cinéma. Alors, je pense que vous connaissez peut-être ce film, Le Salaire de la peur, qui date de 1953, je crois. Qui raconte l'histoire de deux types, un peu des mercenaires qui vont convoyer des deux camions de nitroglycérine, une mission à haut risque. Donc dedans c'est Charles Vanel, qui est un grand acteur qui a commencé à l'époque du Mai, et Yves Montand qui est déjà au zénith de son image de star dans 1953, et vraiment l'image du Parisien. Voilà. Et donc le ticket de métro, c'est un petit focus là-dessus, il a un vrai rôle dans le film, parce qu'on le retrouve au début et à la fin. Et notamment au moment où Vanel et Montand font équipe ensemble, les mecs ne se connaissent pas dans le film, et font équipe ensemble pour conduire ce camion nitroglycérine. Et Yves Montand, très symboliquement, l'action est censée se passer en Amérique du Sud. On s'est tourné en Camargue à l'époque, avec les moyens de l'époque. Voilà. Et Montand, qui est expatrié en Amérique du Sud, qui est vraiment le titi parisien type, avait dans sa turbe, dans sa piole, dans sa chambre, une petite alcôve. Et à l'intérieur, il avait mis un ticket du métro Pigalle, parce qu'il venait de Pigalle, c'était un petit gars de Pigalle, un petit Parigot, et voilà. Et très symboliquement, ce ticket, c'était son ticket porte-bonheur. Et quand il démarre la mission, il donne à Charles Vanel son ticket. L'autre refuse, il dit mais t'es pas fou, machin, etc. Donc le ticket porte-bonheur. Donc voilà. Je reviens, je fais une autre parenthèse sur le ticket. Il y a des stations de métro, il y a des stations qui n'existent plus, mais qui a changé de nom, ça s'appelait Combat. Je crois que c'est Colonel Fabien maintenant. Pendant la guerre de 14, il y avait une espèce de légende aussi qui disait que les permissionnaires qui venaient à Paris, il fallait acheter un ticket de la station Combat et de la garder avec soi parce que c'était un porte-bonheur et ça évitait de mourir au front. Bon, ça c'est des espèces de mythes comme ça. Enfin bref, je reviens à mon Yves Montand et sa station, son ticket de métro de la station Pigalle. Bon, ils font la mission, Vanel meurt, Montand touche sa prime, et avec sa prime, il fait le con, boit, a un accident avec le camion vide, et meurt, lui aussi, parce que c'est un drame absolu, évidemment. Et le dernier plan, je ne sais pas si vous voyez bien là, il a récupéré, sur le corps de Vanel, il a récupéré son porte-bonheur, qui ne lui a pas porté chance, il le prend à son tour, et le dernier plan du film, c'est la main ensanglantée de Vanel, qui s'ouvre sur le ticket de métro Pigalle. Voilà. Ticket de métro, héros du cinéma. Et on va avancer. Bon, le cinéma, après, il y a plein de trucs, des films que vous connaissez, donc les plus emblématiques, Peur sur la ville, avec la scène où pour le prix d'un ticket, Jean-Paul Belmondo traverse le viaduc de Passy. Bon. Subway, qui n'a pas vraiment été tourné dans le métro. Amélie Poulain, qui a été tourné en partie dans le métro. Le dernier métro qui ne se situe pas dans le métro, mais qui évoque l'occupation. Bon, voilà, je vais avancer un peu. Donc on arrive au début des années 50. Donc le début vraiment de la modernisation, on l'a évoqué tout à l'heure avec les rames sur pneumatique. Donc là, ça c'est un P55 sur la ligne 11, donc votre ligne. Et un ticket correspondant d'époque, la lettre P. Voilà, et on va avancer. Alors là, j'ai oublié de le prendre ce matin quand je suis parti. Je voulais vous amener, on m'a montré des machines à composter, mais ça c'est vraiment la place du poinçonneur des années 50, ça. Qui fait une empreinte, et il y a un comptage aussi du nombre de tickets qui sont poinçonnés. Bon, voilà, donc le poinçonneur des lilas, je vais pas vous faire l'article, vous le connaissez.
je crois me souvenir qu'en fait, si Gainsbourg a écrit les paroles de cette chanson, au début, c'était pas pour lui. Je crois que c'était pour les compagnons de la chanson, les frères Jacques, et que voyant le succès, il l'a repris. Et d'autres personnes, et notamment un chanteur qui est toujours vivant et tout à fait en forme, qui est Hugo Frey. Hugo Frey a été découvert dans un radio-crochet tout début des années 60, en reprenant la chanson du Poinçonneur. Et Hugo Frey déclarait aussi qu'il devait sa carrière de chanteur à la chanson du Poinçonneur des Lilas. Comme quoi, le métro, finalement, ça peut porter malheur, mais ça peut porter chance aussi. Voilà. Bon, Zazie dans le métro, vous avez peut-être lu le roman ou vu le film d'ailleurs. Et on arrive au début des années 60, et les enfants de la génération du baby-boom a grandi, le niveau d'éducation s'élève en France, et donc on a créé en 41 la carte hebdomadaire du travailleur, et en 61, on va créer la carte hebdomadaire des étudiants. Donc les étudiants vont avoir leurs propres tarifs, aussi, d'une couleur différente, pour se distinguer, donc une espèce de bleu pétrole un peu délavé, comme ça. Voilà. Et puis on va avancer. Donc, je vous ai raconté l'histoire de deux coups de foudre qui sont, alors un dans le bus et un dans le métro, donc les époux Karsfeld et El Kabbach voient passer Nicole Avril dans un bus, du coup après ils montent dans le bus et ils deviennent mari et femme. Bon, El Kabbach, pas des plus fidèles, paix à son âme. En revanche, les époux Karsfeld sont toujours ensemble et plutôt en forme. Ils ont plus de 85 ans, tous les deux. Voilà. On va arriver à la fin des années 60, la fin du système d'alphabet tarifaire, X, Y, Z. Voilà. Donc vous voyez encore, même dans les années 60, les tickets sont reliés entre eux. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ça, par ces toutes petites ficelles, petits fils. Voilà. Et on va passer à la page suivante. Donc là, on va fusionner, en fait, il y avait des tickets de bus, on l'avait un peu évoqué tout à l'heure, donc ce qu'on appelle les tickets à lamelles, avec cette machine qui est à l'entrée là, qui en fonction du nombre de sections, composé du nombre de lamelles. Et puis à la fin des années 60, on va harmoniser tout ça, et le ticket va devenir, le ticket de métro va être valable aussi dans le bus. Donc un seul et même type de transport. Alors après, avec plus ou moins de tickets à utiliser en fonction du trajet sur le bus. Et on va arriver en 73. Alors il faut savoir que les ingénieurs du métro, ils ont toujours été à la pointe. Hein. La première traversée d'un fleuve, d'un tunnel sous le fleuve, c'est le tronçon de la ligne 4 où on glace la Seine, d'ailleurs on congèle la Seine. Voilà. Donc les ingénieurs du métro, ils sont à la pointe, la technologie, l'ingénierie, elle est top. Et on vend ce savoir-faire-là à l'étranger. Et notamment, on vend au métro de Mexico la création d'un réseau de métro. Et dans ce cadre-là, le cahier des charges demande un système de billets moderne, facile et tout. Et on va mettre au point, le principe de bande magnétique. 2 sociétés françaises vont être dessus. Une qui existe toujours et qui fait toujours les tickets de métro d'ailleurs. CGA. Pardon ? La Compagnie Générale d'Automatisme, CGA. Alors il y a ça, et l'autre c'est Paragon, en fait, le groupe Paragon, qui fabrique toujours de la billettique que j'ai visité, qui fabrique des tickets de métro au centre de la France. On ne peut pas dire où parce qu'évidemment, petit intérêt financier, et voilà. Et donc on va passer de la lettre, donc on a fait le tour de la pardon, on va revenir sur le C. Donc on va faire un tour d'alphabet, C, et à ce moment-là, le ticket à bande magnétique apparaît, et c'est la mort du Poinçonneur des Lilas. Voilà. Donc 73, voilà. Alors 75 ans, vous avez une très jolie photo de moi quand j'ai 11 ans, en septembre 78. Je me souviens très très bien. J'ai moins de barbe. Mais la coupe de cheveux, ça c'est ma maman qui me coupait les cheveux. J'avais pas le choix. Donc c'est ma carte orange, mais c'est pas mon coupon. Parce que là il est de 75, parce qu'en fait la carte orange elle est créée en 75. Il faut savoir que donc à l'époque c'est le syndicat des transports parisiens qui est devenu le STIF, puis aujourd'hui Île-de-France Mobilité, qui gère toute l'harmonisation, les investissements des transports en commun d'Île-de-France. Ils ont cette idée-là parce qu'ils doivent faire face à une érosion de la fréquentation du métro. On est dans les 30 glorieuses encore, c'est tout bagnole. Évidemment, le must, c'est plutôt d'aller au bureau en bagnole que de prendre le métro. Et donc, pour la première fois, le chiffre de fréquentation au début des années 70 commence à baisser. Donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas que cette action-là, mais notamment, on a l'idée de bâtir une nouvelle tarification, une nouvelle offre, et on invente la carte orange
en la pensant pour les gens qui allaient bosser. En fait, comme souvent, les études marketing se plantent, parce que, évidemment, ils le vendent sur cette cible-là, mais au-delà, parce que plein de gens, parce qu'en fait, vous avez eu, je pense, certains ont eu la carte orange, pour une durée limitée, vous avez un usage illimité. Hein, un mois, après ça a été un an, après il y a eu d'autres variantes, enfin au début c'est un mois. Et donc un ticket valable un mois, vous pouvez prendre le métro 50 fois par jour si vous le voulez et tout. Et ça, chez les Parisiens, ça a créé un sentiment de liberté de mobilité, facile. Voilà. Et donc même les gens qui n'avaient pas à prendre le métro tous les jours pour aller bosser, ils ont acheté le coupon, et très très vite la carte orange s'est envolée, les chiffres de vente se sont envolés. La RATP a eu du mal à tuer la carte orange pour la remplacer par le pass Navigo qu'on a maintenant, parce qu'il y avait une habitude, les gens étaient attachés. Moi j'ai des gens qui m'ont dit mais non, jusqu'au dernier moment je vais acheter mon coupon de carte orange, parce que moi quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant, j'ai pas eu des carnets de tickets, mais pour des raisons d'économie j'avais une carte orange, et donc pour moi là aussi Madeleine de Proust, la carte orange, voilà. Bon, 80, la RATP fait sa première grande campagne de marque. J'ai un patron avec qui j'ai bossé quand j'étais chez Havas qui a travaillé sur cette campagne, d'ailleurs. Il m'avait raconté la jeunesse de tout ça, je vais vous l'épargner aujourd'hui, mais voilà. Et donc, on fait une campagne télé, ce qui est un peu délirant parce que la télé, ça arrose tout le territoire national. En termes d'investissement, il y a peut-être mieux. Et évidemment, c'est destiné à l'Île-de-France. Bon, enfin, voilà. Enfin, on va en faire un personnage, on va faire une saga publicitaire de Ticket Métro. Le ticket chic, ticket choc. Vous avez peut-être encore dans la tête ce refrain qui était très fort. À l'époque, la publicité n'était pas vraiment bridée et on y allait, il y avait des vraies idées créatives. Elle a marqué les esprits, et ce ticket jaune à bande marron, il est vraiment iconique et emblématique. C'est bien pour ça aussi que quand on a travaillé sur la couverture du livre, j'ai dit à mon éditeur, il faut qu'il soit jaune et marron parce que c'est une tranche très large et ça va parler à beaucoup de gens, à beaucoup de générations. Donc c'était très marketé moi aussi, bien sûr. Voilà. Et puis on va avancer. On est dans les temps. Ouais, midi et demi. Alors 91, la mort de la première classe. Donc l'histoire de la première classe, elle est marrante parce que juste dans l'immédiate après-guerre, le métro a encore une énorme fréquentation. Hein. En 1946, on est à 1,5 milliard de voyageurs transportés. Même si la guerre est finie, le rationnement est toujours là, et les gens sont rentrés de la guerre, notamment les prisonniers, etc., le métro est très très fréquenté. Et à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, historiquement, il y avait au gouvernement des ministres communistes. Gouvernement de Gérald de Gaulle en 45-46. Et notamment, ils influent en disant ça serait peut-être pas mal de supprimer cette classe, et puis on a besoin de place aussi parce qu'il y a beaucoup de monde dans le métro. Et donc on va supprimer la première classe sauf erreur de ma part, 47-48, et puis très vite on va la réinstaurer. Voilà. Et en 81, quand François Mitterrand arrive, là aussi il y a des ministres communistes au gouvernement, et donc notamment un ministre des Transports, et qui, par voie de conséquence, va nommer à la tête de la RATP un communiste qui s'appelait Claude Quin, et qui, dans ses premières déclarations un peu virevoltantes, en disant « Lutte des classes, on va abolir ce système qui n'a plus de sens », ce qui, sur le fond, était vrai parce qu'il n'y a pas de différence, il n'y a plus vraiment de différence de confort, enfin bon, voilà. Et il annonce ça, sauf qu'en fait, les gens des études, les financiers expliquent au président de la RATP, ils disent écoutez, oui, peut-être, mais ça ramène encore beaucoup d'argent à la première classe. Donc pour pas se déjuger, il fait un jugement de Salomon, et donc en 82, la première classe n'est maintenue qu'aux heures creuses, ce qui est devenu encore un grand n'importe quoi. Et puis finalement, parce qu'il n'y a plus de raison, vous étiez dans le métro, vous prenez le métro aux heures d'affluence, mais vous finissez le trajet aux heures creuses, vous étiez avec un billet de second, ça ne tenait pas. Et en 91, tout ça disparaît, il n'y a plus de classe dans le métro, et voilà. Et donc les derniers billets de première classe achetés à la station de métro Odéon. Voilà. On va avancer. Bon, après, la couleur du ticket va évoluer, là aussi c'est lié à la politique. En 92, à la tête de la RATP, un autre patron arrive, veut révolutionner et moderniser la maison. Il se dit on va commencer par changer l'identité visuelle, faire un truc plus moderne. Et donc il change l'identité graphique, et donc de ce fait, les couleurs des rames, et donc la couleur du ticket. Et donc il quitte le jaune, le fameux jaune, pour prendre cette espèce de couleur vert jade, qui va durer quelques années.
Voilà, puis on va avancer. Ah oui, une petite anecdote sur les carrières qui ont démarré dans le métro. Je vous raconte juste celle de Louis de Funès, parce que ça parle à tout le monde. Louis de Funès, pendant l'occupation, était pianiste et courait les bars. Et évidemment, comme tout le monde, il se déplaçait en métro. Et un jour, il fait la correspondance. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé de la station métro Villiers, avec la différence de niveau. Il est au métro Villiers, il loupe son métro. Comme ça peut vous arriver de louper le métro quand vous êtes pressé, vous êtes un peu agacé. Vous imaginez De Funès un peu agacé sur le quai. Enfin, il a encore des cheveux, évidemment. Et qui voit arriver sur le quai un type qu'il avait croisé quand il avait pris des cours de comédie avant-guerre, Daniel Gélin. Je pense que vous voyez qui est Daniel Gélin, qui était jeune comédien et jeune comédien montant. Et De Funès lui raconte sa vie, qui est un peu compliquée, il a déjà une femme, un enfant. Il dit, mais écoute, Louis, si tu veux, moi je peux te faire embaucher, je connais bien le metteur en scène, je suis sur une pièce de théâtre, je peux te faire embaucher. Et donc, le temps d'attendre ce métro, il y a cet échange, il y a cette rencontre, et voilà. Et Louis de Funès dit lui aussi, dans une interview que j'avais retrouvée à l'époque, il dit, en fait, moi je vois des carrières, mon premier rôle d'acteur, je joue un métro que j'ai loupé. Si j'avais eu ce métro ce jour-là, j'aurais pas croisé Daniel Gélin, et mon destin, ça aurait peut-être été de finir pianiste dans un bar, mais là, j'ai eu mon premier rôle comme ça. Voilà, mon pièce Jobs, on va passer, on va avancer. L'évolution du mouvement de 14, on est dans les délais, je suis un peu... On dépasse. On dépasse, voilà. Bon. Alors, on va passer le... Si, petite anecdote sur le changement, le coupon de carte orange que vous avez vu tout à l'heure, il était sur un gros fond orange. Mais en 95, il y a... Et donc, dans l'usine qui fabrique les coupons de métro, et donc les coupons de carte orange, qui est dans le centre de la France, qui m'a été raconté par le directeur de cette usine, un gang de gangsters fait un casse et vole un camion complet de coupons de métro. Donc vous imaginez, avec derrière un petit informaticien malin qui avait trouvé le système pour magnétiser les billets, parce qu'en fait, quand ils sont fabriqués, ils ne sont pas magnétisés, donc pas utilisables. C'est la machine qui, dans le distributeur, les magnétise au moment où vous faites la commande. Et donc, mais ça, personne n'a su, parce qu'ils ne sont pas tellement vantés à l'époque. Pour couper court à tout trafic, on va changer le fond du coupon de carte orange. Donc du orange, il y a toujours des rappels orange, on fait coupon blanc. Et ça a été fait en quelques semaines pour saper en fait le potentiel marché noir sur ce truc-là. Voilà, petite anecdote, on avance. Bon, je vais passer à Toniel, qui a fait ça, c'est le kiosque des Noctambules devant la Comédie Française, qui est un très joli, qui est un petit rappel au travail de Guimard, fait par un artiste actuel, enfin ça a déjà 24 ans, qui est très joli, fait avec du verre de Murano devant le Palais Royal et la Comédie Française. Voilà. Bon, et puis 2001, le début de la dématérialisation, on a tous des passes Navigo, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que les collectionneurs que nous sommes, on est un peu tristes, évidemment, alors on va se collectionner ça, mais ça va pas, les cartons de plastique, ça ne va pas durer. Petite anecdote quand même, parce que quand on nous a vendu la disparition du ticket de métro, ça fait plusieurs fois en fait qu'on nous l'annonce, enfin là c'est vraiment acté 2024, et voilà, c'est que c'était plus écologique, c'était mieux pour la planète. Moi, pour être allé à l'usine qui fabrique ça, le patron de l'usine m'a dit, vous savez, vous allez voir, c'est du plastique, donc je ne vous fais pas de dessin, et c'est une puce, donc c'est des composants électroniques. Donc pour sauver la planète, on a trouvé mieux quand même, parce que le papier, finalement, il se recycle. Il se recyclait. Bon, enfin voilà, petite anecdote perso, on avance. Voilà, changement de couleur à nouveau des années 2003, qui ne reste pas longtemps, parce qu'en fait, la maculation, l'encre, au moment où vous oblitérez un ticket, l'encre, elle est violette. Donc violet sur violet, quand il y avait les contrôles, ça générait des problèmes entre les contrôleurs et les usagers. Bon, enfin voilà. Et puis on arrive en 2007, on passe au blanc, c'est toujours le cas. Et là, vous remarquez une chose, parce que c'est toujours des enjeux politiques derrière. Alors à l'époque, c'est Stif, qui maintenant est de France Mobilité, le seul a son logo en couleur, alors que Optile, la RATP, la SNCF, c'est un logo qui est en noir et blanc. C'est pour bien montrer la prédominance et le pouvoir du syndicat des transports de France sur les autres qui ne sont en fait que des opérateurs. Voilà. Mais personne ne connaît le Île-de-France Mobilité. Ils font des campagnes de communication et en fait, personne ne les connaît. Bon, enfin, et leur nom est marqué sur tous les tickets de métro, mais personne ne sait qui c'est. Voilà. C'est la région en fait derrière. Bon, la fabrication d'un ticket, on va avancer. C'est des grandes bandes énormes, je l'ai visité ça. C'est assez rigolo d'ailleurs à voir. Il y a très peu de machines, mais ça fait beaucoup de tickets. Donc voilà. Et puis on va avancer. L'oblitération, on va peut-être laisser passer. On va passer ça aussi. Et on va s'arrêter là à 2024. Et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Voilà. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Bravo, bravo, bravo.
hebdomadaire? Oui, il y a la lettre U, ça veut dire quoi? Urbain, zone urbaine. Bon, c'est des codes, je rentre pas dans des détails comme ça, parce qu'après, il y a plein de petits micro-détails, ça c'est vraiment pour les réunions des stéréophiles, mais vous pouvez venir. Hein. Voilà. Tic-tac-toc, t'as le tic chic. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, chante le plus fort. Tic-tac-toc, t'as le tic chic. Tic-tac-toc, t'as le tic choc. Bravo. Oui, manuscrits, les inscriptions manuscrites. Bah, donner, oui, on m'en a envoyé souvent, et puis moi j'en récupérais, ce que je disais tout à l'heure, chez les bouquinistes. J'en achetais chez les marchands de vieux papier, aussi j'allais au salon du vieux papier. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'a gardé précieusement Hirohito? Hirohito est venu à Paris. Oui. Ouais, Un ticket de métro. ouais. Et pourquoi? Bah alors dites-moi. Parce que c'est la seule chose qu'il a acheté avec sa propre monnaie. Ah ouais, parce que d'habitude, tout le monde. Ouais, on s'occupait de lui, ouais. On s'occupait de lui, mais là, il a Génial. fallu qu'il. Ah bah ça c'est super ça. Parce que Bill Clinton, qui est venu à Paris aussi, avait gardé son ticket de métro. Mais en fait, quand vous venez d'un pays étranger, l'image de Paris, elle est extrêmement forte. Enfin, tout le monde rêve de venir à Paris. C'est la ville romantique, historique, etc. Toute trace d'un passage dans un endroit comme ça, vous le gardez. Moi, la première fois, je suis allé une fois aux États-Unis, j'avais 21 ans, je suis allé à New York, je monte, alors je prends le métro, à l'époque c'était des jetons, donc évidemment, j'avais la passion du truc, je garde mon jeton, mais de la même manière, vous montez dans Empire State Building, le ticket il est en forme dans Empire State Building, vous le gardez, parce que c'est une trace de votre passage, en fait c'est une trace de votre passage. Donc merci pour l'anecdote d'Hirohito, qui est quand même un criminel de guerre hein, par ailleurs, mais enfin bon. Ouais. Ou adieu pour les Japonais. Alors oui, mais nous ne sommes pas japonais. Parlez-en aux Coréens et aux Coréennes. Donc voilà. Bon, ben voilà, si c'est tout, on lève le camp. Merci de votre attention. Une dernière là-bas. Comment vous êtes venu à cette collection-là? Je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Non, si, en fait, je vais encore grâce à un truc perso. Moi, je viens d'une famille un peu compliquée. Je me barrais souvent de chez moi. Je prenais le métro pour aller dans les bibliothèques. Et j'aime les livres. C'est pour ça que je fais des livres aujourd'hui, sans doute. Et puis, quand j'ai eu ma carte orange aussi, j'avais 11 ans. Et on était une bande de copains à cette époque-là, tous même pas adolescents. Et c'est vrai que la carte orange, pour certains en province, c'est la mobilette, c'est la liberté. Moi, c'était la liberté. Donc je pouvais, sans demander rien à personne, parce que j'étais obligé de prendre le métro pour aller à l'école, c'est pour ça que mes parents m'ont acheté la carte orange, je pouvais me dire un mercredi après-midi avec mes potes, on va aller explorer, on va aller au Sacré-Cœur, on va aller je sais pas où. Et quand vous êtes un jeune ado comme ça, c'est la liberté, quoi. Et ça, voilà. Et puis je sais pas, moi j'aimais les mondes souterrains, j'aimais bien les toits, j'aimais bien les égouts, j'aimais bien le métro. Et puis en fait j'aimais les chemins de fer. Voilà, mais je ne m'explique pas, il y a des gens qui adorent les avions. Voilà. D'autres, c'est les bateaux. Moi, c'est les métros. Voilà. Donc, le ticket de métro, bah, c'est la porte d'entrée à ça. Voilà. Est-ce que je peux juste me permettre de raconter une petite anecdote? Bien sûr. Tout à l'heure, tu disais par rapport à la mise en service du métro de Mexico, la même bande magnétique a été introduite à Montréal. Moi, je suis allé en vacances parce que mon oncle était là-bas. Et il se trouve qu'à Montréal, quand on rentrait le ticket de métro, il restait dans la machine. Il ne ressortait pas. Et la simple présence dans le métro permettait de justifier qu'on avait payé. Parce qu'il y avait juste à côté le gars dans sa cabine qui lui surveillait. Je dis attends, si on saute par-dessus, mon oncle dit non, par-dessus, le gars il sort, il ne pourra pas. Dans ces pays-là, personne ne sort. On avait vu avec mon frère une émission à la télé où les gars nous disaient ah, mais vous savez, à Paris, il y a un truc très simple. Si on coupe la bande magnétique, le ticket marche quand même. En deux. Ouais, en deux. Voilà, Mais ça, vous l'avez fait et ça a vraiment marché. On l'a fait à Montréal. À Montréal, on a monté une entreprise de deux Français frauduleux qui ont demi-tarif. On rajouté avec du scotch un bout de ticket, donc équivalent de l'autre côté. On rentrait le ticket et comme il n'y avait pas de contrôle après, on était tranquille, aucun risque. On a fait tout notre séjour et on a voyagé à demi-tarif parce qu'on trouvait le métro trop cher. Bravo. Ah bah, bravo. Parce que moi, je peux vous dire que je suis allé à Washington quand j'étais aux États-Unis, donc j'avais 21 ans, et j'ai voulu faire, comme je faisais parfois à Paris,
bien que j'ai une carte orange, de temps en temps, je n'ai pas la carte orange, sauter par-dessus le portillon. J'ai voulu faire ça à New York, j'ai fait 3 mètres. J'ai été rattrapé par un vigile qui m'a appelé par le callback, il m'a amené devant la machine, il m'a dit maintenant tu payes. Et c'était assez coercitif, j'ai payé, et je l'ai pas refait 2 fois. Hein. Et ça c'est très latin. Voilà. Merci beaucoup. Okay, merci. Les conférences reprennent à 14h pile, donc arrivez un petit quart d'heure, 20 minutes avant. Pas votre truc? Non, je suis vraiment sur le métro. Parce que moi, j'ai tout plein de titres de transport interne. Ouais. Non? C'est pas votre truc? Écoutez, en fait, je vais vous dire, je suis pas collectionneur.